Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la perversion narcissique et je vous propose aujourd'hui d'aller voir en quoi le ou la pervers narcissique est assez doué pour finalement s'autodétruire lui-même ou elle-même, puisque ça peut être un homme comme une femme. Nombreuses sont les personnes qui auraient envie finalement de se venger du ou de la pervers narcissique étant donné la destruction qu'a subie leur vie. Et en fait, il y a quasiment une chose qui est un peu plus confortable à faire, c'est d'attendre qu'il ou elle le fasse toute seule. Donc plutôt que de ruiner encore votre énergie, vous pouvez faire confiance au pervers narcissique ou à la pervers narcissique pour s'autodétruire. Et il y a 4 options pour cela. Ils ont au moins, on va voir aujourd'hui 4 options, 4 méthodes pour s'autodétruire. Alors, une première méthode dont je vais vous parler, je l'ai vue, je l'ai observée chez des pervers narcissiques et je n'avais pas posé ces mots comme ça dessus. Et en remettant le nez l'autre jour dans le livre de Paul-Claude Racamier sur les pervers narcissiques, j'ai découvert cette première méthode. Enfin, le nom, il appelle ça effectivement dans cette folie un formidable accélérateur. Et c'est quoi? C'est la réussite. Donc la réussite comme formidable accélérateur. Donc, pour rappel ou pour apprentissage, Paul-Claude Racamier est un psychiatre et un psychanalyste. C'est le premier connu à avoir parlé de perversion narcissique et on est tout de même en 1987. Donc c'est un psychiatre. Et là, je vais vous parler de ce que nous dit Paul-Claude Racamier dans son livre sur ce formidable accélérateur qui est la réussite et en quoi cette réussite va finalement engendrer, accélérer la destruction, la dépression chez le ou la pervers narcissique. Alors pour ma part, j'en ai croisé plusieurs, donc des pervers narcissiques, et j'ai vu effectivement les désastres, les ravages de ce premier accélérateur, de cette première méthode. Pour rappel important aussi, avant de continuer, la perversion narcissique, c'est une psychose en fait, c'est un trouble de la personnalité. Comme la schizophrénie, ça ne se guérit pas. On ne peut pas travailler, aller faire du développement personnel et se dire qu'on va guérir de la perversion narcissique. Donc c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Donc dans la perversion narcissique, il y a de la perversion, une chose et son contraire, utiliser le bien pour faire le mal. Et il y a beaucoup de narcissisme, et c'est là, vraiment dans cette vidéo, que l'on va voir en quoi ce narcissisme, par un accélérateur qui sera la réussite, va finalement plonger dans la destruction. Vous trouverez du coup dans mes propres recherches, mes propres travaux, la liste des 50 comportements du ou de la pervers narcissique. Je vous invite à aller les télécharger sur mon site internet celinegreco.fr. Vous la trouvez cette liste sur toutes les pages et notamment il y a un petit bouton qui s'appelle cadeau et n'hésitez pas à aller télécharger cette liste. Vous trouverez la liste des 50 comportements et également des indices sur quand il faut sortir de la relation et d'aller étudier le ou les pervers narcissiques autour de vous et voir déjà s'il y en a. Donc, ça c'est un premier axe important dans mon travail, que le ou les pervers narcissiques finalement soient vraiment connus via leurs caractéristiques, leurs comportements, et que finalement, quand vous subissez plusieurs de ces comportements, vous fuyez. Vous passez à la personne suivante, du coup moi ce que j'appelle faire next. Donc je suis Céline Gréco, sophrologue, hypnothérapeute, je suis spécialisée en libération traumatique et j'ai travaillé dans le monde de la santé mentale auprès de personnes psychotiques notamment. Et la perversion narcissique, c'est une psychose. Donc on n'est pas dans la personnalité saine, on est dans la personnalité trouble, malsaine. Et il faut savoir donc que le ou la pervers narcissique crée des polytraumatismes chez la victime. Important. Tout ceci étant dit, revenons à cet accélérateur de la folie. Donc la réussite, donc un grand succès, va enlever toute retenue au pervers narcissique ou à la pervers narcissique. J'ai observé plusieurs pervers narcissiques en effet, et là je vais citer quand même pas mal de mots qui viennent de ce livre, du coup de Paul-Claude Racamier, plusieurs mots qui viennent vraiment de son ouvrage. On peut observer une sorte de mégalomanie par exemple dans certains films comme dans certains James Bond où vous allez voir certains héros devenir complètement conquérant du monde entier, vouloir détruire le monde entier. Et vous pouvez observer ce moment où ils vont commanditer la destruction de l'humanité, c'est de la mégalomanie. Et en fait, c'est un peu de ça dont parle Paul-Claude Racamier, c'est ce côté accélérateur de la folie, la mise à feu, quand il va y avoir une réussite. En fait,
Ça peut être obtenu par une promotion, un changement de grade, ça peut être en remplaçant un rival, le départ d'un rival, ça peut être de devenir chef de service, dirigeant d'entreprise. En fait, il va y avoir un véritable gain narcissique. Ça va être le fruit d'un effort, comme par exemple faire partir un rival, et très probablement que des méthodes malhonnêtes et perverses auront été utilisées. Et c'est pas tant le gain du travail ou de la promotion qui va compter, mais plutôt bien sûr le prestige, le pouvoir et la propriété. C'est fondamental pour le ou la pervers narcissique. Et en fait, ces éléments-là, prestige, de la hauteur, du pouvoir et de la propriété, dont nous parle Paul-Claude Racamier, ce sont des éléments qui précipitent la pathologie. Précipiter, c'est aussi le vocabulaire de Paul-Claude Racamier. Donc la réussite va donner des ailes en fait, et toute retenue quasiment va être abolie. C'est de l'ivresse en fait, c'est de la jouissance narcissique, c'est une sorte de frénésie, et dans cette frénésie, il y a une absence totale de frein. La personne devient complètement mégalomane, c'est de la mégalomanie, c'est un triomphe narcissique. Et dans cette phase-là, ils défieraient le monde entier. En fait, ils sont juchés sur leur sommet, et il y a une illusion irrésistible d'invulnérabilité. C'est comme ça que pour ma part, j'ai vu certaines personnes pervers narcissiques être complètement endettées et en fait contracter encore d'autres dettes, persuadées en fait qu'elles vont trouver des solutions pour rembourser sans rembourser. Ou alors elles trouvent des astuces et elles s'auto-convainquent de la réussite de ces astuces, alors qu'en fait c'est évident qu'il y a un déni complètement récurrent et elles ne voient pas que leur stratégie est complètement vouée à l'échec. Donc il y a cette illusion d'impunité. Le ou la pervers narcissique dans ces périodes-là est complètement dénué de scrupules et rien ne l'arrête dans cet état. Il commande, il surveille, il dirige. Il y a cette conviction d'impunité qui du coup s'approche du délire. La personne est condamnée à voler toujours plus haut, toujours plus fort et il dénie complètement ses limites. C'est pour ça qu'on tombe sur un double déni. Le premier qui est celui de l'impuissance et le deuxième qui est celui des limites. Les satisfactions qui parviennent après cette réussite, finalement ne compensent plus en fait les pertes et l'entourage ne valorise plus non plus assez la personne, voire même s'en détourne. Donc la chute guette et la dépression est inéluctable. J'ai dans mes expériences plusieurs exemples. Je pense à un salarié par exemple qui a vécu cette phase, cette montée progressive, ce crescendo vers la réussite et le sommet du monde, dans leur monde à eux, dans leur stratégie. Et cette personne, finalement, était salariée d'une entreprise, était particulièrement brillante, en fait, de ce qu'elle déclarait. Elle disait, en fait, qu'elle avait été démarchée par des entreprises comme Google, Microsoft, et là, vraiment, elle avait atteint un moment d'euphorie narcissique complètement démesurée. La personne se sentait la plus puissante de la Terre, la plus belle et franchement inattaquable. Bien sûr, ça n'exclut pas des petits moments de doute, comme par exemple une personne que je connaissais, celle-là en l'occurrence, qui par ailleurs pouvait aussi se trouver gros. Physiquement, il pouvait se trouver gros, mais dans ces phases de frénésie narcissique, il y avait finalement une telle mégalomanie que la personne était également persuadée d'être physiquement irrésistible. C'est assez surprenant à observer, ce paradoxe, cette ambivalence, et finalement ce changement de masque. Je doute quelques secondes, mais tout le reste de la journée, je suis dans une surpuissance, une exaltation, quasiment effectivement dans un épisode de manie que l'on retrouve dans la pathologie maniaco-dépressive, dans sa phase de manie, c'est-à-dire d'exaltation et de dépense exacerbée. C'est effectivement quelque chose de très proche, la manie, et la phase d'exaltation en perversion narcissique. J'ai d'autres exemples de gérants d'entreprise, par exemple, un premier, une personne finalement qui voulait gérer son entreprise et rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Moi, je pensais que c'était pour obtenir des conseils, mais en fait, ça n'était pas le cas parce que avec son narcissisme, la personne n'était pas capable finalement d'adhérer, d'intégrer, de faire sienne les idées des autres dirigeants. Il y avait un rejet des propositions finalement. La seule chose qui intéressait la personne pervers narcissique à ce moment-là, c'était d'être avec d'autres dirigeants pour avoir du coup cette illusion, cette apparence de pouvoir, d'appartenir au cercle des dirigeants. C'est comme ça en fait que quand vous échangez avec cette personne
qui était censée avoir dirigé une entreprise, vous vous rendiez compte qu'elle avait beaucoup de lacunes et par ego, qu'elle n'était pas capable finalement d'intégrer des solutions pérennes et de les appliquer à son entreprise et d'être dans la réussite. Pour le coup, là, il y a un sabotage. D'ailleurs, la personne pervers narcissique part avec de nombreux handicaps pour parvenir à gérer une entreprise. Souvent, ils vont s'entourer de plusieurs personnes. Il peut y avoir du coup un succès qui va mener à cette mégalomanie, à ce triomphe narcissique, mais qui finalement ne peut pas lui être attribué. Mais la personne pervers narcissique va effectivement dire que c'est elle qui a tout fait. Mais en l'occurrence, elle a plutôt des handicaps à gérer une entreprise puisqu'elle n'a confiance en personne. Elle ramène tout à elle, elle est inconstante dans les projets et surtout elle vend du rêve. Elle aime rendre captive sa victime, ce qui fait que certains clients peuvent se retrouver bloqués dans certains projets, incapables d'avancer. La personne n'est pas capable de collaborer, vous imaginez bien, ni de travailler en équipe. Quand il y a un problème, tout est la faute de l'autre. Elle peut aussi falsifier les chiffres, jouer malhonnêtement avec les chiffres. Et par exemple, un jour, les URSSAF peuvent leur tomber dessus et la boîte coule. Vous avez également les investisseurs, les banquiers, les comptables qui vont être trompés. Seulement le jour où cette supercherie est démasquée, l'entreprise tout entière va être menée au déclin et va tomber. Le pervers narcissique qui est devenu mégalo, en fait, il écoute personne et il veut de l'argent facile en ne faisant rien. Il veut laisser travailler les autres, bien sûr. Il va au restaurant, il promet monts et merveilles aux clients. Donc le système lâche et c'est la chute. Et c'est là où il va y avoir l'autodestruction. C'est que le ou la pervers narcissique veut en permanence retrouver les sommets, mais ne le pourra pas. Et finalement, il va devenir pauvre et il va vouloir continuer de jouer avec les apparences. Il va continuer de creuser le trou finalement de son déficit. Donc là, il va toucher la dépression et ça va s'aggraver puisque à vouloir rêver de sommet en permanence et être en train de tomber dans les dettes, c'est quelque chose de catastrophique et le narcissisme n'est plus comblé du tout. Et c'est là le problème majeur pour un ou une pervers narcissique, c'est quand les apparences ne leur sont plus favorables. C'est là où leur psyché peut voler en éclats, que leur estime d'eux va voler en éclats. Je me rappelle d'une dame avec qui j'ai travaillé, qui avait un mari qui avait géré une entreprise toute sa vie. Elle pensait que tout avait été géré parfaitement et au moment où il décède, elle se retrouve avec des dettes colossales. Lui disait qu'il avait été roulé par les associés et les amis. Elle va se rendre compte au moment du règlement des comptes que c'est lui qui trompait les associés et les amis. Et donc cette gestion était complètement malhonnête. Et c'est elle, au décès de son mari pour longue maladie, qui va se retrouver à gérer tout ça et à gérer les dettes, à s'appauvrir et à vendre des biens. Bien sûr, ça déstabilise toute la famille. Donc en fait, là, vous voyez comment on devient chef d'entreprise au maximum du sommet de leur réussite et après, il y a toute la phase de déclin. Ça va quasiment forcément vers la liquidation judiciaire ou pour certains, du coup, effectivement, la maladie va croiser leur chemin. En tout cas, ils ne font pas de vieux os. Après une réussite, ça va être le déclin. Une deuxième méthode maintenant que l'on peut voir qui va mener le ou la pervers narcissique à son autodestruction, c'est tout simplement le vieillissement. Un jour, ils n'ont plus de force en fait, et en vieillissant, les attaques deviennent faibles. Et puis de toute façon, ils n'ont plus de patience. Ils détestent trop les gens en fait pour les côtoyer. Donc là, il va appuyer sur ses propres craintes. Vieillir, être faible, tout ce qui guette est en train finalement de se réaliser. Donc ça fait monter les angoisses chez le ou la pervers narcissique. Plus il vieillit, plus il se compare et plus il voit sa perte. Et souvent même, il va transférer sur l'autre, c'est-à-dire que lui, il se voit vieillir, mais il va transférer sur quelqu'un d'autre, comme par exemple une ex, et dire « Oh là là, elle a pris un sacré coup de vieux, on a l'impression qu'elle a pris 10 ans d'un coup. » Et quand vous regardez les photos, peut-être que vous voyez que c'est la personne qui est en face de vous, parce que la perte, la perte physique, la perte d'énergie, finalement, ça s'oppose complètement à ses désirs de grandiloquence, de puissance, et c'est insupportable à sa structure de personnalité narcissique. En fait, avec le temps, du coup, les pertes se cumulent et c'est la dépression. Voilà donc notre deuxième méthode, le ou la pervers narcissique qui vieillit, déprime. Et la dépression, en fait, c'est la façon qu'a le ou la pervers narcissique
de se conduire progressivement à la destruction. Une troisième méthode, c'est l'humiliation. Donc ça, bien sûr, ce serait l'humiliation par des personnes extérieures ou tout simplement parce que la vie peut mener à être humilié lorsque vous coulez une boîte, par exemple, ou lorsque vous cumulez les échecs amoureux, ce qui arrive de plus en plus, un ou une pervers narcissique va cumuler les partenaires de vie et on peut du coup très vite se rendre compte que après 2, 3, 4, 5 partenaires de vie qui entre elles peuvent même souvent échanger, ça se fait souvent, ça, que les ex d'un ou d'une pervers narcissique se retrouvent de nos jours et échangent et se rendent compte de ce qu'elles ont vécu. Donc, elles vont parfois se réunir, se liguer et tout faire pour nuire au pervers narcissique ou à la pervers narcissique. Et en tout cas, une des armes que l'on a contre eux, c'est l'humiliation. Bien sûr, je vous rappelle que attention, parce que vous pouvez prendre un retour de flamme, parce qu'ils peuvent se venger ou être en colère. Tout dépend de comment vous le faites. Donc, prenez soin de vous. Je ne vous dis pas qu'il faut aller les humilier à tout prix. Nous avons toujours Paul-Claude Rakami qui nous parle de l'humiliation dans son livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le lire. Dans son ouvrage, quand il en parle de l'humiliation, c'est quand même plutôt lié au milieu du grand banditisme, où il va avoir cette phrase, il dit « Tuez-les, ils s'en fichent, humiliez-les, ils en meurent ». Il parlait du grand banditisme, mais après il fait une petite explication où il se dit qu'effectivement, il y a sûrement des points de connexion entre perversion narcissique et certains grands bandits. En tout cas, pour le ou la pervers narcissique d'une structure de personnalité proche de ces bandits, en fait, il en va de même. Si vous les humiliez, ils en meurent. Puisque la vérité, en fait, n'importe pas aux pervers narcissiques. Tout est en masque et en faux semblant. Ce qui est le plus avantageux, en fait, pour eux, ce sont les apparences. Il n'y a que ça qui compte. Avoir une voiture, une belle voiture, une voiture que les autres n'ont pas. D'avoir une maison, parce qu'être en appartement, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Et puis, ce sont des apparences qui n'intéressent pas le ou la pervers narcissique. Par contre, si vous creusez, ça se trouve, tout est loué et quasiment dans la difficulté d'être payé. Ou alors, quelqu'un va avoir été joint au projet et vous avez 2 personnes engagées. Ça se trouve, il aura essayé d'acheter une maison avec une personne, donc c'est l'autre personne qui va se retrouver endettée. Enfin, en tout cas, la banque va essayer de trouver quelqu'un de solvable, donc ça risque d'être la compagne ou le compagnon. Et le pervers narcissique pourra aussi organiser son insolvabilité. C'est un risque, on ne sait jamais. En tout cas, il peut aussi avoir des emprunts à la banque qu'il a contractés de manière malhonnête, avec des fausses déclarations, des anciens papiers, des documents qui ne sont plus actuels, mais que quand même, peut-être, ça passe à la banque. Il va y avoir également des dettes familiales. On emprunte à son frère, à sa sœur, aux membres de la famille. En tout cas, l'ampleur du désastre peut être inimaginable. En tout cas, inimaginable de l'extérieur. Mais lorsque vous côtoyez certaines de ces personnes, leur situation financière, économique peut être dramatique. En fait, ce sont des imposteurs, des mythomanes. Et si c'est révélé, tout ça, si c'est mis dans la lumière, en fait, vous pouvez briser leur bulle narcissique. En fait, le moi qui doute, le moi du ou de la pervers narcissique, le moi qui doute, en fait, il va angoisser, il va ressurgir, il provoque finalement peut-être en retour une sorte de rage, mais il va devoir le transférer, c'est-à-dire du coup trouver un interlocuteur et envoyer sa rage dessus pour pouvoir être en rage lui aussi. Ne soyez pas là à ces moments-là pour le laisser transférer sur vous la rage qui résulterait de l'humiliation. Il faut le laisser être seul. D'ailleurs, souvent, ils aiment être seuls dans ces moments qui sont sombres et il faut les laisser faire. Il ne faut pas être là après quand ils ont besoin de transférer, d'extérioriser leur rage suite à l'humiliation, leur envie de violence, quand ils sont en train de fomenter des coups, des vengeances. Laissez-les tout seuls, ne comblez pas leurs déficits en écoute et finalement de les valoriser en leur disant qu'effectivement c'est eux qui ont raison ou de les plaindre en disant qu'ils ont été victimes de quelque chose. Ils ont été humiliés, certes, et peut-être qu'il y avait des raisons. L'humiliation est ce qui cause le plus de tort au pervers narcissique. Le pervers narcissique étant narcissique, si on attaque son illusion de puissance, en fait, il collapse, il se sclérose, il déprime.
Et rappelez-vous, hein, c'est la 3e fois qu'on voit la déprime, dès que quelque chose ne va pas, le ou la pervers narcissique entre en dépression même. Une dépression sévère. Il pourrait être humilié, par exemple, au travail en perdant un client ou un contrat. Il peut être humilié à la maison en perdant vos compliments, votre regard valorisant, votre estime. Il va être aussi humilié si les enfants se détournent avec des commentaires peu flatteurs. Peut-être qu'il leur restera un moyen, même en étant seul, comme par exemple, j'en ai vu plusieurs être des joueurs de jeux en réseau, où là, ils vont pouvoir aller écraser des ennemis virtuels, et ça va leur regonfler leur narcissisme. Mais ça ne va pas regonfler à la hauteur de tout ce qu'ils ont perdu suite à une humiliation. Donc s'il y a un cumul d'humiliation, hein, comme ça arrive à certains pervers narcissiques, je me rappelle du mari d'une personne que j'ai accompagnée, où tout part, on va dire, mal pour cette personne, où au travail il se retrouve rétrogradé, sa femme s'en va et prend un autre appartement, les enfants se détournent de lui, au niveau de la santé il est en train de vieillir, donc pour cette personne tout devient catastrophique, donc c'est le moment où ils vont avoir besoin d'être narcissisés, c'est le moment où ils risquent de redevenir gentils pour vous séduire à nouveau, pour que vous reveniez à ses côtés, comme une maman qui va prendre soin de lui pour le réparer dans sa faille narcissique. Et c'est pas le moment pour vous d'être là, c'est le moment où on se fait briser aussi. Donc en tant que victime, on ne vient pas consoler un pervers narcissique ou une pervers narcissique qui se sent humilié quand on a identifié que son interlocuteur est pervers narcissique. Préservez-vous. 4e méthode, la fréquentation d'un pervers ou d'une perverse. Bien plus difficile d'accès, on ne peut pas jeter un ou une pervers narcissique dans les bras d'un autre pervers narcissique ou d'une pervers narcissique. Hein, c'est fortuit, c'est quand ils se rencontrent. Par contre, c'est très intéressant pour un pervers narcissique d'être avec une pervers narcissique parce que ça leur économise l'énergie du transfert des aspects négatifs qu'ils ont en eux. C'est-à-dire que quand ils sont sadiques, ils vont transférer le sadisme sur l'autre en disant que l'autre est sadique. Et effectivement, l'autre pervers narcissique, il est sadique. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de venir accuser l'autre d'être sadique pour ensuite l'accuser de tous les torts autour du sadisme, puisque cette personne l'est déjà. Donc c'est très économe en énergie. Pour eux, la relation, finalement, elle est facile. Elle est paisible dans le sens où ils se reconnaissent. Pas dans le vécu au quotidien, bien sûr, je vais y venir. Parce que souvent, un pervers narcissique va aimer un autre pervers narcissique pour faire un couple, par exemple, ou au travail, ou en amitié. Mais cette expérience d'échec va laisser beaucoup de dégâts sur le ou la pervers narcissique qui va subir la relation, puisqu'il y en a un qui va prendre le dessus et l'autre qui va subir encore plus fort. Donc en fait, ce pervers narcissique, il n'aura pas compris en fait ce qu'il a vécu là, c'est comme tout le monde. Pour lui, il n'est pas pervers narcissique, les pervers narcissiques n'existent pas, donc il ne peut pas être en relation de perversion narcissique. Hein, c'est QFD. Donc il ne sait pas non plus ce qu'il vit. Il vit pour lui une expérience où il y a eu un échec amoureux, mais lui en tout cas il s'est senti connecté à l'autre, comme jamais. Donc la frustration sera immense. Il va à tout prix vouloir retrouver cette personne, il va tenter de la séduire à nouveau, lui faire des love bombing complètement fous. Mais la personne, un pervers narcissique qui avait pris le dessus, va jouer avec lui en fait de nouveau, l'abandonner. Elle va le trianguler bien sûr avec ses nouveaux compagnons, ses nouveaux partenaires. Je l'ai vu ça faire entre deux personnes narcissiques, un couple de pervers narcissiques. Mais donc effectivement, ils ne parlent pas d'amour, ils parlent de relation. Et ils ne s'aiment pas, mais ils adorent finalement la propriété et ils adorent aussi la connexion qu'ils ont. Ça, c'est un mot que vous pouvez les entendre prononcer parfois, c'est d'être connecté. C'est pas connecté au cœur, c'est pas connecté énergétiquement, c'est connecté dans le sens où enfin quelqu'un lui ressemble. Comme par exemple deux hauts potentiels qui se rencontrent ou deux personnes qui ont un trouble Asperger. Quand on se croise et qu'on a quelqu'un qui nous ressemble, c'est tellement bon que l'autre nous comprenne avant même qu'on ait fini une phrase. Et bien pour deux pervers narcissiques, c'est pareil. Va s'opérer cette connexion parce qu'ils se comprennent, ils fonctionnent pareil, et c'est quelque chose de très intuitif. Par contre, les mécanismes de perversion narcissique sont les mêmes, hein, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc le pervers narcissique qui sait t'attacher le plus va souffrir
l'autre va lui donner tout et tout lui retirer. Il va partir du jour au lendemain en ayant annoncé son départ régulièrement pendant des années. Voilà, c'est tout ce que l'on connaît nous, mais encore en plus fort, plus intense. Les pertes financières aussi peuvent être très douloureuses, puisque le ou la pervers narcissique qui est le plus accroché aura une tendance à perdre de l'argent, l'autre va appuyer là-dessus, donc il va se retrouver à avoir perdu sûrement beaucoup d'argent. En tout cas, le PN le plus fort va subir moins de dommages, voire peu de dommages. Il va préparer sa sortie et il reviendra narguer l'autre, roucouler, repartir. Ce sera évidemment une vraie torture. Ce qui fera souffrir donc le pervers narcissique qui souffre le plus, c'est pas les émotions, hein, mais c'est la perte de propriété. C'est que l'autre était à lui. La maison, la vie dans la maison, ces conversations, le rythme, cette espèce de fusion, de connivence, de connexion, c'est ça qui va lui manquer. On peut dire de toute façon, dans tout couple traditionnel, c'est aussi ce qui manquerait si ça existait et que ça partait. Mais là, vous imaginez bien que deux pervers narcissiques ensemble, c'est une connexion unique, hein, à part entière, qui ne peut pas se reconstituer. Et ça n'est pas si fréquent, les couples de pervers narcissiques. Donc, les pertes sont immenses pour celui qui souffre le plus, mais ça n'est pas une perte affective. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que jamais il ne vous parle de la personne et de ce qu'ils aimaient chez l'autre quand vous êtes avec un ou une pervers narcissique. Ils ne vous parlent pas de ce qu'ils aimaient chez une ex ou chez une mère, etc. Ils vont parler de ce qu'ils faisaient ou de ce que ça leur apportait, cette relation. Nous avons vu donc 4 façons que le ou la pervers narcissique ont de s'autodétruire. La première qui est donc la réussite comme accélérateur. Derrière, il y aura une dépression. Le vieillissement qui fait entrer en dépression le ou la pervers narcissique. Nous avons vu également l'humiliation qui va le faire entrer aussi en dépression. Tout ça vient massacrer la bulle narcissique de la personne. Et la 4e façon, c'est quand ils vont vivre une relation eux-mêmes de perversion narcissique, où là, ça va leur laisser un manque à tout jamais, qui risque de ne jamais être comblé à nouveau. Donc à chaque fois dans ces exemples, vous voyez, il y a grandeur et décadence. Hein. De la grandeur visée par le narcissisme, et l'aboutissement, ça va être d'arriver à de la dépression et de la perte et de la décadence. Donc voilà, en fin de vidéo, je vous rappelle que lorsqu'on a vécu une relation de perversion narcissique, on est polytraumatisé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se régénérer, on peut tourner la page, on peut retrouver de l'énergie, installer des antennes et des radars, et puis de retrouver une vie pleine de sens. Si vous voulez qu'on travaille ensemble là-dessus, je serais ravie de travailler avec vous en accompagnement. N'hésitez pas de nouveau à télécharger la liste si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir bien sûr, puis ça me montre aussi les contenus qui ont de l'intérêt pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos, une vidéo par semaine, c'est le rythme actuel. Je vous invite à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et puis je vous invite encore à un petit exercice. Si vous êtes célibataire par exemple, dans le cadre de votre reconstruction et de test, je vous invite à sortir, à rencontrer, à installer vos antennes et vos radars, c'est-à-dire à avoir la liste de D50, d'être affûté sur quelques éléments comme la culpabilisation, la triangulation, le love bombing, le sadisme, ces éléments-là, pour n'en citer que quelques-uns, et testez-vous. Voyez si vous arrivez à repérer certains comportements et que quand effectivement vous repérez des choses qui ne vous conviennent pas, vous faites next. Je vous invite à faire next à chaque fois que vous avez un doute. Parce que de toute façon, si la personne qui est en face de vous ne vous correspond pas ou éveille en vous de l'inconfort, next, une belle personne vous attend un peu plus loin. Soyez juste patiente et ça va arriver. Donc prenez soin de vous, vous êtes de belles personnes et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.